Je ne sais pas si Christian Lehmann figurera un jour dans une anthologie, voire même la suite de cette anthologie dont on aura encore les références tout à l'heure, le livre des livres. En tout cas, son premier roman le laisse présager. J'ai tendance à utiliser la formule qui est un petit peu téléphonée, mais qui, je crois, s'applique parfaitement pour ce livre. Un coup d'essai et coup de maître. Dans un hôpital londonien, un écrivain, Francis Kenaway, attend la mort dans une chambre du service psychiatrique. Et il a été interné 6 ans auparavant, après le meurtre de son amant, un peintre génial et célèbre, Henry Childs. Et il décide de se confesser à son psychiatre, une jeune femme, le docteur Sylvia Fuchs. Voilà, en quelques mots, planté le décor et le point de départ de ce roman. Alors, Christian Lehmann, tout au long du livre, vous opposez 2 services de l'hôpital. Vous êtes médecin, je crois ne pas l'avoir dit, vous êtes jeune médecin, généraliste à Paris, et vous opposez ces 2 services, l'un de réanimation, l'autre de psychiatrie, en la personne de leurs 2 patrons, Sutcliffe et Lindström. Vous avez fait partie d'un service de réanimation. Qu'est-ce que le livre doit à votre expérience personnelle? Il doit tout à mon expérience personnelle. Plus précisément? C'est-à-dire que à mon expérience médicale, il doit beaucoup, à mon expérience humaine, il doit beaucoup aussi, mais très difficile ensuite de faire des petits découpages. Je ne peux pas vous dire. Et ce qui est certain, c'est qu'aucun de mes collègues ou aucun de mes clients ne viendra me voir un jour en disant « Mais dites donc, c'est moi que vous avez mis dans ce roman ». Parce qu'il y a un pouvoir de l'imagination qui fait que toute cette expérience rentre à l'intérieur, elle est travaillée par la mémoire et l'inconscient. Quand elle ressort 2 ans, 3 ans après, il est très difficile de retrouver des lignes et de savoir d'où vient quoi. Il y a cet antagonisme entre les 2 services, entre ces 2 hommes, antagonisme qui n'est jamais expliqué d'ailleurs, comme il peut y avoir des antagonismes dans n'importe quelle entreprise, n'importe quelle industrie. Ce sont des choses qui existent, qui arrivent. Mon but n'est pas d'être le chroniqueur interne de la médecine. C'est pas un journaliste. Voilà. Non. C'est pas un travail d'observateur. Vient une observation, parce que c'est un roman contemporain, donc il y a des observations sur la sexualité, comme il y a des observations sur la médecine ou la façon dont elle est faite, comme il y a des observations sur la mort. Mais mon but n'était pas sinon... On fait une chronique médicale. Voilà, exactement. La vie d'un hôpital, parfaitement. On a bien compris. Alors, deuxième et dernière question plus personnelle, pourquoi Londres? Parce que Londres, pour moi, c'est Babylone. J'ai une partie de ma famille qui est en Angleterre, et quand j'étais jeune, quand j'avais 10, 11, 12 ans, j'allais en Angleterre, et on me laissait, alors que mes parents étaient assez stricts et faisaient très attention quand j'étais en France, en Angleterre, j'avais le droit d'aller à Londres et de me balader tout seul toute la journée. Je me baladais donc dans Soho, qui est le coin où il y a toutes les sex shops, tous les travestis, etc. Et moi, j'y allais pour une raison qui est très innocente, c'est qu'il y avait une très très bonne librairie là-dedans, et que moi, j'allais acheter mes bouquins là-bas. Donc je traversais tout ça, totalement innocent, en comprenant bien qu'effectivement j'étais dans un quartier chaud, et en voyant beaucoup de choses qui par la suite sont rentrées dans le bouquin, mais en n'étant absolument pas touché par ça, sinon au niveau romanesque des années plus tard. Londres, c'était Babylone, c'était une ville qui était en totale effervescence, qui maintenant est en complète décrépitude d'ailleurs, mais qui a gardé cette aura. La première ville qu'on a connue, la première ville dans laquelle on a eu, sinon son éducation sentimentale, du moins où on a eu l'impression de devenir adulte, c'est une ville qui marque. Donc il y a un peu de vous dans la ville de Londres. Certainement, oui. Bon, parlons du roman maintenant. La relation entre Childs et Kenaway est ambiguë. Ils sont amants, certes, et pourtant Kenaway, qui est auteur de nouvelles et d'un auteur d'inspiration très, très chrétienne, oui, laisse assez peu d'impressions favorables à son ami, à Childs. Childs n'a pas une très haute opinion de lui-même, non? De lui. C'est très difficile. Francis Kenaway est fils de pasteur, il est homosexuel, ça ne l'empêche pas d'être extrêmement tourmenté par sa religion et par sa chrétienté. Kenaway, c'est encore un homme. Je veux dire par là que c'est encore un être humain. Childs, c'est l'artiste transfiguré. Il fallait que je réussisse à créer quelqu'un qui soit totalement au-delà du bien et du mal, qui soit tellement haut au niveau de son génie et de sa création artistique, que, comme dit Francis Kenaway, comment voulez-vous qu'avec mes pauvres mots d'écrivain public, je vous fasse toucher ce qu'a été cet homme?
il n'est pas jugeable, Henry Childs. On l'entend assez rarement parler. Il faut simplement qu'on croit qu'un homme qui a ce tel pouvoir de création et de destruction puisse exister. Il y en a quelques exemples que je ne veux pas citer de toute façon. Mais ça existe. Il y a des gens qui sont des lumières noires. Et Childs, c'est quelqu'un comme ça. Alors, le livre avance à la cadence de l'analyse de Sylvia Fuchs, de son psychiatre, et des confessions de Kenaway. Mais pourquoi son patron veut-il absolument qu'elle fasse une analyse? Sylvia Fuchs, c'est quelqu'un qui est psychiatre pour toutes les mauvaises raisons du monde. C'est-à-dire qu'elle a voulu faire médecine, c'est un très mauvais terme, mais c'est celui qu'on utilise habituellement. Elle a voulu être médecin et elle s'est rendue compte très rapidement qu'elle n'arrivait pas à supporter ce que j'appellerais, ce que Francis appelle l'obscénité organique de l'existence, c'est-à-dire l'urine, le sang, la mort. Et elle a cru pouvoir y échapper en prenant des études très théoriques qui étaient des études de psychiatrie. Elle a été très très forte au niveau des thèses, des papiers qu'elle a dû écrire. Et puis un jour, elle est arrivée dans le service du professeur Lindström, bardée de diplômes, et il n'a pas mis longtemps à se rendre compte que cette femme était un danger public, car elle sait tout faire en théorie, mais elle est incapable d'approcher un être humain. Et cette femme qui a refusé, qui a essayé de se distancier de ce qui est difficile dans la maladie physique, se retrouve face à la maladie mentale, totalement désemparée, sans possibilité d'aider les autres, avec une grande fragilité intérieure, et c'est un risque pour tout le service. Donc Lindström essaye de l'aider à passer ce cap-là. Alors à un certain moment, elle va mentir sciemment, elle va freiner cette analyse à un certain moment. Oui, mais moi ce qui m'intéresse, je ne suis pas un théoricien et je ne suis pas un analyste. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est les relations entre les êtres humains. Et les relations entre les êtres humains, les relations d'amour, d'amitié qu'ils ont entre eux dans le roman et dans la vie, passent par des chaînes, des canaux préétablis qui dépendent de l'endroit où ils sont. Lindström ne peut pas dire à Sylvia « je t'aime comme ma fille » et Sylvia ne peut pas dire à Francis Kenaway je voudrais être à vous parce qu'il est mourant, parce qu'il est homosexuel. Donc ils sont obligés de passer par des canaux préétablis qui sont pour l'un la confession d'un psychiatre, pour l'autre l'analyse. Mais il n'y a pas de théorie derrière tout ça, c'est constamment perverti. À partir du moment où leurs émotions passent les uns pour les autres, l'analyse n'est pas une analyse normale, si j'ose dire, et la confession de cet homme vers cette femme est chargée de beaucoup plus de sens que si simplement elle essayait de savoir ce qui s'est passé. Bon, voilà pour les relations entre Sylvia Fuchs et Kenaway. Enfin voilà, comme si c'était terminé, c'est beaucoup plus complexe que cela et touffu que cela. Les relations entre Sylvia Fuchs et sa mère sont alourdies aussi de sentiments de culpabilité. Et ça m'a fait penser, à certains moments, on jurerait voir ou revoir un film du grand Alfred Hitchcock, notamment cette fameuse scène de Pas de printemps pour Marnie, où dans la relation entre la fille, entre Marnie et sa mère, c'est une coïncidence pour vous, ou bien vous vous sentez proche de lui, de son univers? L'univers de Hitchcock, oui. L'univers de Hitchcock, c'est un univers qui est fondamentalement anglais, c'est-à-dire qu'il est très calme, très doux, très tranquille, les tasses de thé sont posées exactement comme il faut sur la table, au premier abord, et si on s'enfonce, c'est d'une perversion extraordinaire. Donc c'est un univers qui est assez proche du mien, de ce que j'aime. Oui, très analytique aussi au sens. Oui, exactement. Mais en même temps, moi surtout, il y a cette volonté de raconter une histoire, il y a une volonté de tenir le lecteur, de l'émouvoir suffisamment pour qu'il suive. Il l'est, je vous rassure. Mais alors elle fait toujours le même rêve. Oui. Lequel? On peut le dire? On va pas le dire. On peut le dire. Et pourtant c'est difficile à cerner. Oui. Il est difficile à isoler. Elle a un rêve récurrent sur lequel elle bute. Ensuite, on va pas rentrer dans la théorie psychanalytique. Elle fait ce rêve récurrent sur lequel elle bute. Donc elle et son psychiatre et les gens autour d'elle pensent que ce rêve a une importance percée par lui-même. Alors je trouve que c'est un petit peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que à chaque fois que je me suis rendu compte que je pouvais avoir affaire à un cliché de l'analyse, j'ai essayé de le pervertir. C'est-à-dire qu'il y a une émotion qui passe, et pas simplement un code à décrypter. Alors justement, à propos de ce rêve récurrent, elle fait une découverte, la découverte de la théorie de Faraday, qui va avoir une implication dans son analyse. Oui. Oui, mais là, on commence déjà à dire beaucoup de choses. Mais alors finalement, pourquoi a-t-elle accepté de recueillir la confession de Kenaway? Mais parce qu'elle n'a pas pu faire autrement.
parce qu'elle n'a pas pu faire autrement. Cet homme n'a aucune famille, tous les siens sont morts, il a tué sans doute son amant, il est seul, ça fait 6 ans qu'il végète dans ce service et qu'il a été oublié de Dieu et des hommes. Il faut un rite de passage autour de la mort de quelqu'un, il faut une famille, et comme il n'a personne, ils vont être sa famille. Gabriel Byrne, qui est un médecin en service de réanimation, que sa femme vient de quitter et qui est au bord du suicide, Eivind Lindström, qui est le patron du service et qui aimerait bien ne pas avoir ce malade très encombrant sur les bras, Sylvia Fuchs, tous ces gens-là vont être amenés à jouer un rôle familial autour de lui pour l'accompagner. Et ce passage, aucun d'entre eux ne peut s'en dispenser. Alors dans un livre comme le vôtre, vous ne pouviez pas laisser sur la touche le génial père fondateur de la psychiatrie Sigmund Freud. Lindström, le patron du service de psychiatrie à l'hôpital, pour nos amis téléspectateurs, l'a connu dans des circonstances très particulières. En 1938, lorsque ses parents, il est juif d'origine allemande, lorsque ses parents ont été arrêtés parce que sa mère avait écrit un article dans une revue internationale sur les théories ariennes, Eivind Lindström se trouvait à Munich. Il se trouve qu'il a été recueilli par la famille de Sigmund Freud et par Freud. La façon dont Freud réussit à le faire quitter ensuite l'Autriche quand il réussit à s'en aller pour Londres est basée sur des faits réels, c'est-à-dire que toutes les descriptions correspondent à ce qui s'est passé à l'époque. Maintenant, je me permets de greffer mon imaginaire sur la vie des gens. Tous les personnages de ce livre sont touchés à des degrés divers par une névrose, des névroses. Sylvia Fuchs, son amant... Je m'excuse de vous couper, je n'appelle pas ça des névroses, j'appelle ça des passions. Ah bon, j'y arrivais. Oui. Vous me précédez. Est-ce que... Alors je vais transformer ma question. Est-ce que nous sommes tous des névrosés, ou alors donnez-moi la définition de la névrose, ou alors tous des passionnés pour profiter de ce que des passionnés. Je veux dire que ces gens ont tous un certain malaise à vivre, comme on a tous, on se trimballe tous un petit peu avec ça. Ce qui les sauve, c'est qu'ils ont une très très grande passion pour la vie et pour l'amour qu'ils ont les uns entre les autres. Je ne suis pas un théoricien, je ne suis pas capable de vous... Il y a une définition de la névrose, il y a une définition analytique, mais ça ne m'intéresse pas. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils réussissent à passer ce cap pour se toucher réellement, pour qu'il se passe quelque chose entre eux. Les films de Woody Allen montrent très souvent, très régulièrement, l'usage que les Américains font, les Nord-Américains font de leur psy, comme ils disent. Est-ce que ce sont eux qui... Mais une fois de plus, vous allez dire que vous n'êtes pas un théoricien, est-ce qu'ils sont en avance ou bien sommes-nous en retard? Ils sont ni en avance ni en retard, ils utilisent ça au lieu de vivre. Ça vous paraît immature ou pas? Si on prend un peu de je n'ai pas à juger, je n'ai pas à les juger. Ça me paraît pas immature d'avoir besoin d'un psychiatre ou d'un psychanalyste. Ouais. Ça me paraît immature de faire ça au lieu de vivre. Moi, il se trouve que pour Francis Canova, malheureusement pour lui, le problème ne se pose pas. Il sait qu'il a à peu près 3 semaines à vivre. Ouais. Donc cette confession, il faut bien qu'il la donne à quelqu'un. Et comme il n'a, si j'ose dire, qu'une psychiatre à côté de lui, c'est à elle qu'il va donner son fardeau. Car il s'agit d'un fardeau, il ne s'agit pas simplement de raconter ce qu'a été sa vie, il lui demande de faire quelque chose pour lui quand il sera mort. Il y a cette fameuse scène sur laquelle je voudrais revenir, de la destruction, de la 3e version d'Adoration des bergers. On va pas en dire plus. C'est en quelque sorte un antéchrist, ce Henry Childs, pour Francis Kenaway, qui est selon où on se place sur l'échelle de la religion, qui est soit un homme très profondément religieux, très chrétien, soit un fou et un dangereux maniaque délirant avec des thèmes mystiques, pour lui, Childs, c'est l'antéchrist. Maintenant, le problème, c'est que nous ne sommes pas dans l'Exorciste, ce n'est pas un roman d'horreur, et chacun verra si Kenaway a eu raison de faire ce qu'il a fait. Je voulais dire encore un mot avant que cette émission ne s'achève, déjà, un mot de la couverture du livre que vous avez pu voir à plusieurs reprises, qui est la reproduction d'une peinture de Roland IV. On jurerait qu'elle a été peinte pour ce livre, pour accompagner ce livre, car elle colle véritablement à la peau, à l'existence même de votre roman. Il y a un cocktail de 20 milieux sous les mers, du rêve de Sylvia Fuchs, les visions qu'elle avait, la folie, la malédiction. Vous êtes pour quelque chose dans le choix de cette couverture, cette peinture? La chance.
la chance. Eh bien, écoutez, ce sera le dernier mot de cette conversation. Il y a, vous l'aurez compris, plusieurs raisons, d'excellentes raisons, différentes, mais excellentes tout de même, de parcourir, de se procurer et de parcourir ces deux livres. Je vous rappelle leurs références, signés sous la direction de Vincent Wackenheim, le livre des livres chez Pater Europa, et de Christian Lehmann, La Folie Canaouée, aux presses de la Renaissance. Alors messieurs, vous le savez, je vous ai prévenu, il vous faut maintenant exécuter la dernière corvée, The Last Detail, en signant votre plus belle écriture, notre table qui s'enrichit. Allez-y, chaque numéro de préface nous amène les plus diverses calligraphies. Merci de nous avoir suivis au cours de cette émission. Bonne semaine et bonne lecture.